Été 2022, comme chaque année, on prend la voiture pour tailler dans le sud. Cette année, c'est dans les Landes qu'on passera nos vacances. Les basses résonnent dans le gamos, le soleil tape à la fenêtre, tout le monde a le smile, et là, rien que ça change de radio. Un nouveau son sort des enceintes, ce genre de son que tout le monde connaît, mais que personne peut nommer. Impossible de l'identifier. Heureusement pour nous, 23 ans plus tôt, 3 étudiants étaient allés en soirée. Un son passait dans le club. Les 3 potes voulaient à tout prix le connaître pour l'ajouter à leur playlist, mais malheureusement, faute d'un moyen pour l'identifier, ils passèrent à côté. Du coup, au lieu de lâcher l'affaire, le lendemain de l'événement, les 3 boucs se sont posés pour discuter de ce besoin bien spécifique. Et quelques mois plus tard, en sollicitant les bonnes personnes, une application est née. Shazam. Au début, Shazam, c'était juste un service téléphonique. T'appelais le 2580, tu tombais sur un répondeur qui enregistrait ta musique, puis, quelques instants plus tard, tu recevais les informations sur le son enregistré. Mais ce modèle était peu viable, et surtout, entre-temps, une autre innovation majeure avait vu le jour. Yes, on est en 2007, les smartphones pointent le bout de leur nez, et depuis ce jour, l'application Shazam devient un incontournable. Retrouver une musique devient donc un jeu d'enfant, pour n'importe qui. Ainsi, grâce à tous ces événements, 23 ans plus tard, j'étais dans ma voiture, j'étais en mesure de dégainer mon smartphone et de connaître le son qui passait à la radio. Mais pour arriver à ce résultat, pour qu'en 5 secondes j'ai accès à ma musique, il a fallu charbonner. Bienvenue dans l'algorithme magique de Shazam. La musique, je pense, c'est un des concepts les plus fascinants. Grâce à des instruments, on peut produire des notes bien spécifiques dont l'arrangement peut nous faire vibrer. Genre, un simple enchaînement de sonorités vient titiller mon cerveau, certains neurones s'activent et ça crée un chemin. Chemin qui sera éventuellement en mesure de retrouver des informations liées à ce son, de me rappeler un souvenir lié à ce dernier, et au final, de me procurer une émotion. Alors oui, la musique a le pouvoir de créer des souvenirs ou bien de nous en rappeler d'autres. Le cerveau, c'est bien beau, c'est magique. Mais bien sûr, notre smartphone, il fonctionne pas comme notre cerveau. Genre quand mon tel entend un son, aucune émotion. En revanche, mon tel, il a un micro pour capter le son et il contient Shazam, à savoir une énorme base de données de musique à laquelle je peux soumettre un enregistrement dans l'objectif de trouver un match avec la bibliothèque afin de finalement accéder à la musique que je recherchais. Ça paraît simple sur le papier, mais ça ne l'est pas. Et pour comprendre ce qui se passe, faut raisonner étape par étape en partant de la base. Donc, une note de musique, c'est quoi? Bah si je me fie uniquement à mes oreilles, c'est ça. Si je me fie uniquement à mon logiciel de montage, c'est ça. Et enfin, si je me fie à Jean-Baptiste Fourier, un mathématicien et physicien français né en 1768, bah cette note, c'est rien de plus qu'un amas de fréquences de différentes amplitudes qui peut être représenté sur un graphique. Sauf que pour faire une musique, il faut pas qu'une note, il faut une partition, une série de notes qui s'enchaînent pendant que le temps s'écoule, et le signal ainsi obtenu en est donc d'autant plus complexe. Mais heureusement, ce type de signal créé par une musique, bah on peut le fragmenter en morceaux. Des petits signaux qu'on pourra alors chacun leur tour décomposer en fréquences avec la méthode de Jean-Baptiste Fourier, via un procédé qu'on appelle la transformation de Fourier. Tout ça, ce que ça nous dit au final, c'est qu'une musique, c'est rien d'autre que des fréquences de diverses intensités qui sont libérées sur un certain temps T. Et t'as capté, c'est bien ce constat de base qu'utilise Shazam pour fonctionner. Shazam récupère ainsi le son qui sort de mon enceinte et transforme cet enregistrement brouillon en un spectrogramme. Sur ce spectrogramme, on voit alors tout ce dont j'ai parlé. On voit le temps qui passe en abscisse, on voit les fréquences en ordonnée et on voit l'intensité de chaque fréquence grâce aux couleurs. Bref, on tient les prémices de la magie de Shazam. On peut alors se dire que quand j'ai appuyé sur ce bouton, Shazam a créé le spectrogramme de mon enregistrement et l'a comparé à tous les spectrogrammes de toutes les musiques des serveurs pour trouver un match. Il y a de l'idée. Mais le problème, c'est que cette donnée telle qu'elle est présentée, elle n'est pas exploitable informatiquement car beaucoup trop complexe. Simplifier, c'est aller à l'essentiel, tirer ce qu'il y a de plus important dans un amas d'informations. Dans le cas de notre spectrogramme, simplifier, c'est donc dans un premier temps retenir uniquement les fréquences les plus importantes, celles qui ont la plus forte intensité. Ok, gardons ça. Pour chacune de ces fréquences clés, on va donc placer un point sur notre spectrogramme, et via ce procédé de simplification, bah on vient bien de transformer ce spectrogramme en constellation, à savoir un nuage de points qui a priori contient en son sein l'identité de l'enregistrement qu'on vient de capter avec notre iPhone. L'avantage en plus, c'est qu'en faisant ça, en ne gardant que les fréquences les plus importantes, bah on élimine une bonne partie du bruit de fond. Des sons parasites qu'a capté notre portable en même temps que la musique et qui eux donnaient naissance à des informations problématiques sur notre spectrogramme. Bref, dans notre constellation, les données importantes qu'on a retenues, c'est les fréquences clés et leur enchaînement dans le temps. Et ainsi on comprend déjà quelque chose sur Shazam. On comprend pourquoi l'appli ne fonctionne pas en concert ou sur des morceaux accélérés. Parce que dans ces deux cas de figure, nos deux paramètres clés seront forcément différents.
Afin de confirmer cette intuition, j'ai choisi un son. Un son dont j'avais une version studio, une version live et une version accélérée. Ensuite, j'ai Shazamé. Alors pour reconnaître le son studio, bah aucun problème bien sûr. Maintenant pour la version live, bah ça marche pas, et c'est dû aux fréquences et aux enchaînements qui varient du coup par rapport à ce qu'on a dit. Enfin, sur la version accélérée, même constat, Shazam est impuissant pour les raisons qu'on a déjà évoquées. Ok, bah c'est un véritable coup dur, hein. Moi qui aime bien aller en concert, je comptais Shazamer tous les prochains concerts que j'allais faire, et je pourrais pas le faire. Trop relou. Bref, concentrons-nous sur les versions studio. Ça tombe bien, c'est une version studio qui passe à la radio. Une version studio dont je vous le rappelle, on a reconstitué une partie de la constellation. À ce stade, il semble donc que ce fragment de son enregistré soit suffisant pour trouver un match dans la bibliothèque de constellation de Shazam. Et en effet, théoriquement, ce serait possible. On pourrait comparer les points un par un avec toutes les constellations de la bibliothèque et trouver celle qui matche le mieux. Mais le problème, c'est que la bibliothèque de Shazam, elle contient plus de 11 millions de constellations complètes. Donc s'il faut déjà du temps pour comparer notre fragment de constellation à la constellation complète d'un son, je te laisse imaginer le temps qu'il faudrait pour comparer ce fragment à l'ensemble des constellations des 11 millions de sons de la base de données. Ça va pas. Il faut simplifier davantage notre processus. Il faudrait quelque chose de plus fort encore qu'une constellation pour identifier notre son. Il faudrait en fait que notre son ait une identité propre. Et justement, associé à une information, une identité unique, en informatique, on a un procédé pour le faire. Ça s'appelle le hachage. Oui, on va devoir passer notre fragment de constellation dans une machine qui lui appliquera une fonction de hachage, et ainsi notre enregistrement ressortira avec une empreinte unique. Empreinte qu'on pourra alors facilement comparer à la bibliothèque d'empreintes uniques de notre base de données. Mais alors que faire pour hacher une constellation? Bah l'enjeu c'est de rendre notre empreinte unique, donc en se concentrant uniquement sur un point de la constellation, on aura du mal à les rendre uniques, puisque c'est très probable que d'autres musiques aient des sons intenses aux mêmes fréquences. La solution magique, c'est donc de ne pas s'intéresser à un point isolé, mais de s'intéresser à des enchaînements de points pour construire notre empreinte. Puisque oui, c'est beaucoup moins probable que des enchaînements soient les mêmes d'une musique à l'autre. En effet, un enchaînement est forcément plus unique, puisqu'il est régi par 3 paramètres, à savoir 2 fréquences et un délai. Ça y est, on sait ce que doit faire Shazam à partir de notre constellation. Shazam doit sélectionner plusieurs points de cette dernière, qu'on appellera des points d'ancrage, et pour chacun de ces points d'ancrage, l'application doit définir une zone cible à proximité de ce dernier. Dans cette zone cible, on retrouvera d'autres points, 3 dans mon exemple. Et ainsi, pour stocker nos empreintes uniques, on aura juste à stocker les informations issues des 3 paires que forment nos points B, C et D avec notre point A. Plus précisément, une fois ces paires formées avec notre point d'ancrage, voilà l'information qui va être stockée pour chaque couple de points afin de créer des empreintes. La fréquence du point d'ancrage A, la fréquence du point associé, puis le delta T, soit l'écart temporel avec lequel s'enchaînent ces 2 fréquences. On a nos 3 paramètres, mais c'est pas tout. On stocke aussi dans une autre colonne une information dont vous comprendrez l'utilité plus tard, à savoir l'instant en millisecondes auquel apparaît le point d'ancrage associé. Avec cette opération, on est bien en train de construire des empreintes associées à notre enregistrement, des empreintes qu'on étiquettera avec une identité unique dans notre table de hash. Puis ensuite, on a juste à répéter l'opération sur les autres points d'ancrage. Ainsi, on est en mesure de fabriquer une grande empreinte associée à notre constellation. On vient donc bien de la simplifier davantage, de la rendre identifiable grâce à l'unicité des empreintes qui la composent. À présent, tout se passe alors comme si on avait plein de petites serrures dans lesquelles il allait falloir venir mettre des clés. Et ces clés, où sont-elles rangées? Bah dans la bibliothèque musicale de Shazam. Et oui, le truc c'est que ce travail qu'on vient de faire sur la constellation obtenue à partir de notre enregistrement sur smartphone, il a au préalable été fait sur l'ensemble des sons de la bibliothèque de Shazam. Cette bibliothèque contient donc une énorme table de hachage avec toutes les empreintes qui existent. Et pour chacune de ces empreintes, un morceau lui a au préalable été associé, le morceau qui correspond à cette empreinte. Ainsi, pour chaque hachage réalisé sur notre enregistrement, on aura juste à chercher dans la table de la bibliothèque Shazam le track qui correspond. On a en fait juste à trouver une clé pour chacune de nos serrures. Et au final, le son de la bibliothèque qui aura fourni le plus de clés, celui qui aura le plus d'empreintes qui matchent, eh bien ce sera a priori le son qui correspond à notre enregistrement. Ça y est, Shazam semblait avoir trouvé un son dans la bibliothèque. Et a priori, pour le son trouvé, bah les points d'ancrage de notre enregistrement, ils devraient s'aligner avec ceux du son original, au moins sur une partie de la chanson. T'as entendu la subtilité, j'ai bien dit une partie de la chanson, parce que notre enregistrement, on l'a pas forcément fait dès le début de la musique, on a attendu un certain temps pour Shazamer. Disons qu'on a commencé à 30 secondes du début de la musique par exemple. Si c'est le cas, bah le début de notre hachage devrait matcher avec le hachage qu'on retrouve au bout de 30 secondes dans la musique originale. Nos serrures auraient alors bien trouvé leur clé, mais il y aurait un delta T de 30 secondes. Et ce delta T, il est très utile.
Yes, il y a encore des subtilités dans l'algorithme. Par exemple, jusqu'ici on a estimé que notre enregistrement faisait un match parfait avec le son de la bibliothèque. Mais en réalité, cet enregistrement aura forcément des différences avec ce dernier. Il contiendra des points d'ancrage aberrants. Des points principalement dus au son parasite capté par nos téléphones, genre le son de mes potes qui discutent, le son du camion à côté qui nous klaxonne, le son du vent qui souffle aux fenêtres sur l'autoroute, enfin plein de sons perturbateurs qu'on n'a peut-être pas pu enlever à l'étape de la constellation, qui vont donc eux aussi être source de points d'ancrage et qui vont venir perturber l'empreinte globale de notre enregistrement. Puisque malheureusement, il est tout à fait possible que ces empreintes créées par ces parasites matchent avec d'autres empreintes situées à des moments différents du son en question. Et du coup, comment s'assurer que le match correspond quand même bien à notre son ? Bah pour ce faire, faut se rappeler de ce que contenait notre table de hachage. Si vous vous rappelez bien, dans cette table, on avait une première colonne avec nos empreintes uniques, nos serrures, mais on avait aussi une seconde colonne, avec les timings d'apparition de ces empreintes. Ainsi, pour chaque empreinte, chaque serrure, on est en mesure de connaître leur timing d'apparition. Et bien sûr, ces timings d'apparition, on les connaît aussi pour les sons originaux. On les a aussi dans la table de clés, la table d'empreintes de la bibliothèque Shazam. Donc, avec ces deux éléments, on est en mesure de comparer ces timings entre nos deux tables en les soustrayant. Cet exercice, il nous donnera alors une liste de delta T, d'écart de timing. Et là où la magie opère, c'est que si notre enregistrement a matché avec le bon son, bah statistiquement, la majorité de ces delta T devront être de 30 secondes, puisqu'on a commencé à chasamer 30 secondes après le vrai début de la musique, je vous le rappelle. Donc, en traçant un histogramme des delta T, bah on devrait retrouver sur le diagramme un pic à hauteur de 30 secondes. Parce que même si certaines empreintes parasites de notre enregistrement matchent avec d'autres moments de la musique et viennent donc fausser notre diagramme, bah la majorité sont justes et ont bien un décalage de 30 secondes avec les empreintes du son de la bibliothèque Shazam. En bref, si ce pic apparaît sur ce diagramme, c'est bon signe. Mais si en revanche notre enregistrement trouve beaucoup d'empreintes qui matchent avec un son, mais que ces matchs ne présentent pas cette cohérence temporelle, bah y a un problème. Ça y est, la dune du Pilat était dans le champ de vision, le voyage arrivait à son terme. Un voyage qui, tout comme la vie en général, n'aurait pas eu la même saveur sans musique. Maintenant, la prochaine fois que j'utiliserai Shazam, je penserai pas à tout ça. Je penserai juste à ma playlist qui viendra s'agrémenter de ce nouveau son que j'ai tant kiffé. Mais quand même, des fois je me dis que les choses sont bien faites. Je me dis que si Fourier avait pas découvert la décomposition de notes en fréquence harmonique en 1822, je me dis que si la technique du hachage n'avait pas existé en informatique, je me dis que si ces trois gars s'étaient pas rencontrés pour avoir cette idée, bah rien de tout ça serait arrivé. D'ailleurs, des réflexions qui me font sourire comme ça, il y en a plein. Et même si j'adore parler de science en me basant sur des films, bah je pense qu'il est temps de tenter autre chose à côté. Donc de temps à autre, de nouveaux types de vidéos vont pop. Des vidéos où j'aborderai la science d'une manière différente. J'espère que vous apprécierez. Merci à tous et à toutes, et à très vite.